intergouvernementale entre le Sénégal et la France à moins de 80 jours de la prochaine présidentielle, les accusations de financement des Qataris pour le compte d'Ousmane Sonko et les dénégations de son camp, les remous en Guinée-Bissau et en Gambie, des régimes soutenus par le président Macky Sall et la perspective de son fin de mandat. Quel impact sur le Sénégal? Pour décortiquer toutes ces questions, Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche 10 décembre 2023 Ousmane Sène, directeur du WARC, Centre Ouest africain de recherche, et Ahmad Soumaré, spécialiste de l'intelligence économique. L'air du temps, c'est sur e-radio de 10h à 11h. Bienvenue, avec Alassane nous Samba sommes Diop. dimanche 10 décembre 2023. Merci d'être à l'écoute de l'air du temps, que ce soit donc Ousmane Sène, directeur de WARC, Centre Ouest africain pour la recherche, Ahmad Soumaré, spécialiste de l'intelligence économique. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le Premier ministre candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar est en France depuis quelques jours. Amadou Ba sera en France pour, dit-il, deux objectifs. Le premier avoué est celui de rencontrer la diaspora sénégalaise, discuter avec elle. L'autre qui n'a pas été évoqué, c'est le séminaire intergouvernemental avec le gouvernement français. Ahmad Soumaré, quelle lecture peut-on faire de cette visite, d'abord sur le plan économique? Sur le plan économique, je trouve normal d'avoir des relations avec d'autres pays. Je commence par remercier donc vos auditeurs, remercier mes amis de la diaspora, remercier mes amis donc ici au Sénégal, donc remercier tout le monde et toutes les contributions donc de la société civile. Donc je vous remercie tous. Je disais que c'est tout à fait normal d'avoir des relations de coopération entre pays. Et surtout dans ce monde là aujourd'hui où on est, où il y a des crises partout, c'est tout à fait normal d'avoir des relations. Donc dans ces relations, nous avons des relations très suivies dans la mesure où il y a des conflits au niveau régional, sous-régional, et qui fait que le Sénégal a une certaine donc audience au niveau de la sous-région, et c'était tout à fait normal d'avoir une coopération entre ces pays pour essayer de faire donc le point d'une part. Et d'autre part, économiquement, vu que au niveau économique mondial, il y a une déstabilisation de toutes les économies et il y a la dette qui siffle partout, notamment en France dont vous parlez, qui ont 3 000 milliards de dettes donc dans le budget. Donc vous voyez un peu, donc la dette est partout et il est nécessaire, vu les investissements que la France a au Sénégal, vu donc l'instabilité donc plus ou moins politique entre guillemets donc de ce qui s'y passe, d'avoir une concertation entre des actionnaires ou entre des pays qui sont en bonne relation. Je trouve tout à fait normal donc dans ce sens donc d'avoir une concertation. Si vous êtes actionnaire dans une entreprise et que vous voyez que l'entreprise s'attend, c'est tout à fait normal de discuter avec le conseil d'administration pour avoir des perspectives et faire des prospectives par rapport aux des mesures qu'il faut prendre. Et ils viennent noter la dette de la France qui est colossale. Est-ce qu'économiquement la France peut faire quelque chose aujourd'hui, des problèmes économiques? Bon, est-ce que la France peut faire quelque chose aujourd'hui? Écoutez, il y a d'abord une règle, c'est qu'il n'y a aucun pays qui ne soit endetté. L'évolution économique, l'évolution d'un pays se fait sur la dette. D'ailleurs, si vous allez à New York, il y a une partie de New York où il y a une affiche comme ça qui vous dit aujourd'hui la dette nationale s'élève à tant. Donc la dette est une constance dans chaque économie. Mais le monde évolue. Sauf qu'à Washington, le dollar appartient aux Américains. Oui, je sais bien. Ils peuvent s'endetter comme ils veulent. Et je viens à ça. C'est important de préciser. Je viens à ça. Il a raison de dire que, bon, d'autant plus qu'on vient de voter le budget, si vous êtes le Premier ministre chargé de mettre en œuvre ce budget-là, il est normal que vous puissiez envisager d'aller, si vous voulez, réchauffer les partenariats que vous avez avec certains pays. Mais est-ce que la France a aujourd'hui les moyens de faire quelque chose? La compte tenu de son endettement, de ses problèmes internes. Tous les pays ont des problèmes. La France peut au moins faire une chose, mais la situation sous-régionale voudrait que, bon, quand même, une fois le budget voté,
que ce déplacement vers la France puisse se faire. Maintenant, la question, vous l'avez soulevée, qu'est-ce que la France va faire avec tous ces problèmes? Avec une dette faramineuse, avec une situation de plus en plus compliquée en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, la France n'a plus les coudées franches. Ça, c'est important. Mais l'autre aspect qu'on n'a pas lu, c'est que Ba est parti en Premier ministre, mais Ba est parti aussi en tant que candidat à la prochaine présidentielle. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas, je ne voudrais pas qu'on lise que, oui, mais le Sénégal est toujours dépendant politiquement de la France. Mais justement, c'est cette lecture politique que font beaucoup de jeunes panafricanistes en jugeant qu'à moins de 66 jours de la présidentielle, Amadou Ba n'est pas seulement le Premier ministre, il est aussi candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Quand on est en France, quelque part, il cherche un adoubement, entre guillemets, de la France. Est-ce que ça ne peut pas faire un effet boomerang chez les jeunes africains qui, de plus en plus aujourd'hui, se battent pour que la France ôte son genou de notre cou? C'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, Alassane, que nous sommes dans une société globale et nous sommes dans une société jeune. Et donc la jeunesse en général, quand vous le décrivez, vous le décrivez dans les antagonismes. La jeunesse n'aime pas la règle classique. Ils sont toujours anti-règles classiques, d'une part. Et d'autre part, donc, vu ce qui se passe, je disais tout à l'heure, dans la sous-région, et que la France a besoin d'un pays où il peut vraiment donc s'appuyer pour pouvoir discuter ou maintenir certains trucs au niveau sous-régional, qui sont aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, si le Sénégal se déplace, si la Côte d'Ivoire se déplace, ça pose problème. C'est pourquoi, donc, aujourd'hui, si le Premier ministre, comme vous dites, donc, va pour chercher donc, des contacts au niveau de la France, ce qu'il faut voir, c'est que dans la coopération, il y a eu des discussions sur les problèmes des étudiants, il y a sur les problèmes des migrations, il y a tous ces problèmes. Il est aussi candidat. Il est candidat, ça c'est vrai. Je veux dire que tout à l'heure, vous avez évoqué la dette, de dire, est-ce que la France vient, il n'y a même pas 3 jours, de faire une levée de 785 milliards d'euros donc pour renflouer ses caisses. Est-ce que il peut le faire? Est-ce que, donc, par rapport à cette question, qu'il fait appel, donc, pour pouvoir renflouer ses caisses, comme je disais, les 3 000 milliards de dettes, donc, au niveau de son budget, est-ce que le Premier ministre, donc, ayant là-bas, en tant que candidat, c'est vrai que ça pose problème, parce que ce n'est pas une certaine équité. Ce n'est pas une certaine équité vu d'ici. Vu d'ici, parce que vu d'ici, les gens voient que la France met sa main dans ce qui se passe chez nous. Et ça, donc, comme je disais tout à l'heure, les jeunes, quand ils le voient, donc, ils le remettent donc, vraiment dans un cadre donc, d'intrusion de la France dans la politique nationale. Oui. Est-ce que ça peut pas avoir un impact? C'est l'électorat jeune, pensant qu'aujourd'hui, qu'à quelques peut-être 76 jours de la présidentielle, qu'un candidat du pouvoir aille en France, alors qu'en interne, en Afrique, un peu partout, des mouvements panafricanistes demandent la levée, quelque part, de la mainmise de la France sur l'Afrique. Si le débat enfle autour de cette problématique, et si jamais il y a peut-être des preuves qui montrent qu'effectivement, cette visite-là n'était pas seulement économique mais politique, à partir de ce moment, ça peut ne pas être favorable pour le candidat Ba, parce que la France, de plus en plus, il faut le dire, n'est plus en odeur de sainteté dans les pays africains et en particulier les pays ouest-africains. Et ça a commencé depuis longtemps. Je pose toujours la question, quel est le pays qui a préféré abandonner n'importe quelle langue pour être francophone? On ne l'a jamais vu, on ne le revoit pas. Quels sont les pays qui, de manière étrange, ont décidé qu'ils ne seraient plus francophones mais anglophones? Il y en a de plus en plus. Oui. Et les exemples les plus frappants, c'est l'exemple du Gabon. On n'aurait jamais pensé ça. Le Rwanda, peut-être, bon, la proximité linguistique fait qu'effectivement, il pourrait le faire. Mais maintenant, on nous parle
du Burkina Faso qui a décidé que la langue, le français serait une langue utilitaire, mais n'aurait plus le statut de langue officielle. Donc je crois que les relations avec la France s'érodent de plus en plus et de jour en jour, et même les présidents et les dirigeants qui semblent peut-être être le plus proche de la France clament haut et fort, si vous voulez, notre porte ou notre portail est grand ouvert. En matière de partenariat, nous n'avons pas identifié un partenaire particulier et unique. Nous sommes partenaires à tout le monde, que tout le monde vienne pour qu'on traite. Donc de plus en plus, le pied de la France devient de plus en plus léger, non pas par la volonté de la France, mais par la volonté de la jeunesse et même des intellectuels africains qui se disent que il est temps quand même que l'on revoie ces relations-là qui datent depuis longtemps et qui ne nous ont pas toujours porté bonheur. Donc, dans ce contexte-là, être candidat et aller faire cette visite en France, à nouveau, je ne connais pas son agenda. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je dis, on ne peut pas empêcher que les gens fassent cette lecture. Et les plus pessimistes vont dire, ah oui, mais bon, est-ce qu'il n'est pas allé prendre des ordres en France? Je ne le crois sincèrement pas. Mais en politique, vous faites toutes les spéculations. Et ça peut être à son désavantage. À nouveau, j'ai dit, si les spéculations, si le discours persiste, et s'il n'y a pas de preuves posées sur la table pour infirmer ça. Est-ce que justement cette lecture-là ne peut pas être faite par des jeunesses africaines aujourd'hui par rapport à cette visite d'un candidat, même s'il est Premier ministre, même s'il va là-bas parce que certains estiment qu'aujourd'hui il y a aussi des visites économiques, semble-t-il que les caisses de l'État ne seraient pas aussi fameuses qu'elles ont été, chercher un appui budgétaire. Est-ce que cette lecture ne peut pas être faite, une double lecture? Non, moi je pense qu'il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit conséquent. Donc tout le monde sait que les budgets au niveau national donc a été articulé avec beaucoup de difficultés. On a des perspectives par rapport à ce qui va rentrer, qui ont les pétroles et le gaz, c'est tout à fait normal. Mais d'autre part, il faut voir que il est de son droit, donc le Premier ministre, quand il est sur place, de rencontrer la diaspora sénégalaise, même si ce n'est pas en période d'élection. Vous voyez, je veux dire, c'est tout à fait normal. Donc, le fait qu'il y aille pour des trucs d'intérêt politique, d'intérêt économique, bon, il faut voir aussi quel est l'intérêt économique. L'intérêt, le montant, quand on a, c'est à peu près 2 millions d'euros ou 2 milliards d'euros, je ne sais pas, c'est vraiment insignifiant par rapport à ce que le Sénégal en a besoin. Le Sénégal a beaucoup de partenaires. Aujourd'hui, si le Sénégal veut remplir donc son devoir par rapport au budget, il est temps qu'aujourd'hui qu'on n'ait pas un interlocuteur unique, mais qu'on multiplie les partenaires. Et c'est l'impact de la visite dans l'électorat. Non, je dis que non, pour l'instant, je dis qu'il n'a pas fait campagne. Il est parti dans un but économique, qu'il rencontre la diaspora sur place. Moi, je n'ai pas... Pas que. Le communiqué qui a été donné, ils ont d'abord avancé comme quoi que c'est une visite auprès de la diaspora. Oui. C'est après qu'on a parlé de rencontres, de séminaires intergouvernementaux. Oui. Donc c'est les deux. Oui, non, j'ai dit que pour qui rencontre la diaspora, quand vous allez au Gabon, vous allez en Angleterre, donc je pense que même si c'est une économique, de fait que rencontrer, c'est tout à fait normal en tant qu'autorité donc d'un pays. Ça, c'est tout à fait normal. Ça dit bon, pour moi, ce n'est pas un problème. Ce qui est problématique, c'est de voir aujourd'hui la situation de la France économique. Vous pensez que, par exemple, que la prise en compte de l'opinion des jeunes africains panafricanistes aujourd'hui qui montent en puissance un peu partout en Afrique, au Bénin, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, est-ce qu'on ne prend pas en compte cette opinion-là? Non, on le prend en compte parce que le contexte n'est pas approprié. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la position de la France dans la sous-région, tout le monde l'accuse donc de mettre la main dans ce qui nous concerne parce que c'est un ancien colonisateur et tout ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout quelque chose de bénéfique même pour la France. Moi qui ai vécu pendant plusieurs décennies en France, je peux vous dire que donc en Europe, je peux vous dire que donc ça me rappelle moi quand je partais en tant qu'étudiant, je traversais l'Espagne pour aller par exemple au sud de l'Espagne, vous venez jusqu'à la frontière, vous descendez avec vos bagages pour traverser les rails pour prendre le truc espagnol. Le truc espagnol, c'était comme le train de Dakar-Bamako. Il fait toute la nuit, vous passez pour aller à la frontière, le lendemain que vous arrivez.
voyez ce que je veux dire? Ça me rappelle cette image-là. Aujourd'hui, pourquoi l'Espagne était tombée comme ça? Parce que l'Espagne avait perdu ses colonies. Ils étaient devenus pauvres comme le Portugal. Et aujourd'hui, ça me rappelle cette situation que la France, ce qu'il est en train donc de perdre au niveau de la sous-région et au niveau de l'aura de la francophonie, parce que dans la francophonie, ce ne sont pas nos pays qui y gagnent, c'est la France qui y gagne, parce que ça lui permet d'avoir une position au niveau du Conseil de sécurité, d'une part, et d'autre part, ça lui permet même, économiquement, s'il n'est pas au point, l'Allemagne est plus au point que la France. La Banque centrale est en Allemagne, mais l'allemand n'est pas une langue officielle des Nations Unies. Aujourd'hui, ce que les Africains même devaient faire, ça c'est une parenthèse, c'est de demander que la France paye pour chaque Africain qui parle français. Parce que c'est tout à fait normal, parce que c'est donnant-donnant. Et que, étant donné qu'on utilise le fait de parler la langue française pour avoir l'aura internationale au niveau du Conseil de sécurité, c'est à eux de le monnayer. S'ils ne veulent pas, comme vous dites, donc, comme disait Doyen Sen, qu'il aille prendre l'anglais ou autre langue qui est une langue internationale. Pourquoi pas une langue africaine aux Nations Unies? Non, j'ai dit que... Le Swahili, par exemple, qui est parlé en Pourquoi Afrique, pourquoi pas? pas? J'ai dit pourquoi pas, parce que l'Afrique n'est même pas représentée. J'ai dit il y a des choses qu'on doit réajuster dans ce monde actuel. Et qu'à partir de là, donc, personne n'y gagne sur ceux qui parlent francophone. Il faut voir aujourd'hui, dans le contexte actuel du monde, la réalité en face. La réalité en face, c'est que nous sommes perdants dans le fait de parler francophone, de parler français. On n'y gagne rien du tout. On n'y gagne rien. Et donc, à partir de là, du fait que la situation aujourd'hui est ce qu'elle est, la France, même s'il ne disait rien, on dit que son mutisme gêne. A fortiori, si maintenant les gens font comme ils faisaient avant, d'aller en France à la veille des élections, ça fait toujours l'objet d'interprétation. Est-ce que dans l'analyse stratégique, les chefs d'État africains ou bien les leaders africains prennent en compte cette lame de fond de la jeunesse qui veut de plus en plus être indépendante, de plus en plus prendre ses indépendances, de plus en plus prendre son destin en main? Est-ce que dans la façon de faire, vous voyez cette stratégie mise en place ou bien cette compréhension, cette lame de fond? Je ne vois pas de stratégie, mais je dois comprendre ceci. Dans certains pays, ça s'est fait de manière brutale. La France, sur le plan militaire, la France, sur le plan économique, sur beaucoup de plans, on n'en veut plus, ils n'ont qu'à partir et on se regroupe entre États africains. Ça s'est fait en Afrique de l'Ouest. Ouais. Mais il est évident que les autres dirigeants ouest-africains et africains devront tenir compte de ce fait-là. Oui. Et je dis, ce fait-là... Et récemment, le G5 Sahel a été complètement enterré. Absolument. Mais il y a le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui se regroupent, qui parlent de monnaie, qui parlent de stratégie. C'est à ça que j'ai fait référence. Mais en fait, Alassane, cette distanciation de la France-là se fait depuis longtemps. Les gens n'en parlaient pas, les gens ne s'en rendaient pas compte. Mais la présence culturelle de la France dans nos pays, actuellement, c'est quoi? Avant, on avait le centre culturel. Pour une génération un peu plus âgée, c'était les artistes français qui venaient ici. Mais qui c'est qui écoute une chanson française dans ce pays-là pendant toute la journée ou toute la nuit? Mais quand même, l'influence culturelle est encore là. Hein? Oui, mais j'en viens à ça. Elle est très présente dans les manuels, la langue que nous parlons, toi et moi, en ce moment. Pour faire cette émission, attention. Hein? J'en viens à ça. C'est pour ça que je dis que, quelque part, il a raison de dire qu'au fond, dans tout ça, qui c'est qui gagne? Si la France est aux Nations Unies, c'est peut-être la Seconde Guerre mondiale et le rôle de la France. C'est ce qui explique ce qu'il y a ici. C'est pour ça qu'il y a certains présidents comme le nôtre qui disent que, bon, ça, ce qu'on a aux Nations Unies, c'est quelque chose qui est là depuis qu'on est sorti de la guerre 39-45. Il faut que ça change. 45. Mais le poids de la France ne saurait se juger et s'apprécier sans... le surpoids que lui donne l'Afrique francophone et tous les pays francophones. C'est ça le problème. Alors, que l'on se rende compte qu'au fond, ce français-là, cet ancrage à la France, qu'est-ce qu'on y gagne, nous? Si on se rend compte qu'on n'y gagne absolument rien, mais c'est la France qui gagne, il faudra que la France bonnaye. Parce que le poids et la voix de la France
se fait entendre dans le monde entier, mais c'est parce qu'il y a derrière la France ce qui était l'Empire français, qui n'est plus Empire français, mais qui politiquement et économiquement est arrimé à la France. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de combattre le franc CFA. Ça, c'est le problème des économistes. Il y a beaucoup d'économistes qui disent que oui, mais attention, il y a quand même intérêt à peut-être conserver ce franc CFA, mais d'autres ne voient que ceci. Une monnaie arrimée à l'euro, enfin avant c'était au franc français et maintenant à l'euro. Donc tout ça, je crois, c'est des choses qui sont là et qui sont appelées à disparaître. Et je vous dis la raison, parce que de plus en plus, il y a une moins grande présence visible de la France. On parle le français. Mais écoutez, hein, est-ce que ce n'est pas tout simplement une langue véhiculaire? Quelle est l'émotion? Quelle est la relation émotionnelle qu'on a avec cette langue-là? On l'utilise, une langue, et c'est un sac. Vous y mettez ce que vous voulez et le reste, vous le lâchez. Vous parlez français, mais vous exprimez vos propres émotions et vos propres réalités. Donc, parler français ne traduit aucune relation particulière avec la France. Donc, je crois que le mouvement qui est déjà enclenché depuis un certain nombre d'années, qui se manifeste avec ce que vous avez au Burkina, au Mali, au Niger, qui se manifeste avec une certaine désaffection de la jeunesse, qui se manifeste par une invisibilité, je n'ai pas dit visibilité, invisibilité culturelle de la France, mais ça va mener à cette situation où il y aura moins de dépendance par rapport à la France. Est-ce que les leaders africains, sénégalais, ont compris ça? Ah, ils ont compris ça. Maintenant, attention, ils ont compris ça. Maintenant, il ne faut pas aller le bourricot et puis de manière abrupte. Vous savez, il y a une vertu chez les hommes politiques sénégalais. Ils ne font jamais les choses de manière abrupte. Il y a beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse et de diplomatie dans ce qu'on fait. Mais c'est sûr et certain que les gens réfléchissent à ça. On ne peut plus être braqué sur la France. C'est vieillot. Les jeunes n'en veulent pas. Le peuple n'en veut pas beaucoup. Et dans ces conditions, il va falloir faire d'autres arrimages. Mais le meilleur arrimage, Alassane, c'est des arrimages qui puissent permettre aux pays africains de pouvoir coopérer davantage entre eux, que d'engager un dialogue et se parler beaucoup plus, parce que ce qu'ils sont en train de faire entre le Burkina, le Niger et le Mali, si c'est tout simplement circonstanciel, on va finir pour pouvoir mieux combattre nos adversaires, et quand on sera bien assis, on oublie, ça ne vaut rien. Il faudrait mettre des institutions suprarégionales ou régionales qui durent et qui puissent permettre à ces pays africains de mettre leurs forces ensemble et de pouvoir quand même gagner le combat. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit Ousmane Sène, directeur du WARC, et Amath Soumaré, spécial de l'intelligence économique. Justement, dans l'intelligence économique aujourd'hui, est-ce que la mise en place de ces structures entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger préfigure, dans le long terme, d'institutions africaines qui soient beaucoup plus arrimées, qui comprennent mieux les enjeux en Afrique? Qu'on dépasse, la CEDEAO a été mise en place depuis longtemps, c'est vrai qu'elle marche, mais les gens voudraient que ça aille beaucoup plus loin que ça, qu'une coopération plus franche entre les pays africains, que les barrières économiques et politiques soient levées pour que l'Afrique commence son unité. Je pense qu'Alassane, ce qu'il faut comprendre donc, en tant que spécialiste d'intelligence économique, et c'est de voir la portée de la géopolitique et de la géostratégie et la géoéconomie ensemble. Et donc, lorsque vous partez donc sur ce point, l'économie, c'est quelque chose qui bouge, c'est pas quelque chose donc qui est figé, il est dynamique. Aujourd'hui, on voit au niveau régional tous ces mouvements comme des mouvements tectoniques qui sont en train de changer. Et il est normal, lorsque vous analysez des situations, d'avoir du recul pour mieux comprendre ce qui se passe et agir. Et aujourd'hui, ce qui se passe, donc tout à l'heure on a évoqué les jeunes. Quand les jeunes font 65-70% d'une population, vous ne pouvez pas aller à contre-courant, c'est pas possible. Si vous êtes politique, que vous voulez durer, donc vous ne pouvez pas aller à contre-courant quand une population fait 70% de jeunes. Ça, c'est d'une chose. Et d'autre part, le fait de pouvoir changer certaines règles, ça va, comment ça s'appelle, dans le bon sens, dans la mesure où vous avez l'obligation de vous adapter à chaque situation. C'est comme par exemple lorsque nous avons eu la pandémie et qu'on s'est rendu compte que les autres pays ne nous vendent plus de médicaments au niveau du PAP. Donc on s'est dit, PAP 2A, il faut maintenant mettre la sécurité sanitaire.
Hein, quand on a vu que les pays où on dépendait du riz ne voulaient plus exporter le riz ou les comptes-gouttes, sécurité alimentaire. C'est tout à fait normal de pouvoir réajuster en gestion de projet, en gestion, en termes de gestion, sur sa prévision, de pouvoir faire des régulations et des changements dans la prévision que vous avez fait. Mais est-ce que nos dirigeants font de lecture correcte de ce qui se passe dans la sous-région? Est-ce qu'ils sont au niveau correcte, de comprendre ce qui réellement se passe en lame de fond? Mais la lecture correcte, elle n'existe pas à 100%. Ah oui. La lecture correcte, c'est les prévisions. Et dans les prévisions, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir donc l'enrayer. Et aujourd'hui, personnellement, je pense que ces gouvernants ont un entourage qui les conseille, qui font des prévisions, qui font des prospectives sur ces choses. Je ne peux pas dire qu'ils n'en ont pas. Ils en ont. Ils en ont. Est-ce qu'ils les appliquent? Ça, c'est autre chose. Mais ils en ont. Tout gouvernement sérieux qui se met en place, vous avez des prévisionnistes, vous avez des gens donc, qui font de la prospective et qui vous donnent des trends donc, sur lesquels vous pouvez vous poser pour pouvoir mettre votre politique économique, sociale, politique en place. Mais si un gouvernement ne l'a pas, ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment grave. Je pense personnellement qu'ils en ont. Mais c'est l'application, comment ils l'appliquent et les conditions avec les moyens de l'appliquer, peut-être qu'ils sont différents. Mais je pense qu'ils en ont. L'actualité, c'est aussi cette affaire Ousmane Sonko, ces accusations d'un député à l'Assemblée nationale, M. Matar Diop, qui accuse M. Sonko d'avoir reçu des financements qui viendraient des majors pétroliers qui auraient donné de l'argent, 12 milliards disent-ils, à M. Ousmane Sonko pour qu'il puisse revoir les contrats une fois arrivé au pouvoir. D'autres ajoutent à l'accusation comme quoi c'est l'argent des Qataris. On ne sait pas exactement où situer les accusations et comment comprendre cette histoire. Oui, c'est pour ça que vraiment, effectivement, ça pourrait passer comme un fait divers. Le député a accusé. Les gens sont revenus, il dit, moi je tiens le bon bout, je sais ce dont je parle. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu de preuves sur la table. En plus, ce phénomène-là, accuser un homme politique à l'approche d'échéances électorales telles que celles que nous allons vivre, ça fait partie du b.a.-ba du jeu politique. Il est souhaitable que ça ne soit que des rumeurs créées, orchestrées pour peut-être enfoncer davantage Ousmane Sonko, mais si ça s'avérait exact, alors à partir de ce moment, on pourrait douter de notre avenir, parce que je crois que la lecture que les jeunes et que beaucoup de gens ont faite de Ousmane Sonko, c'est peut-être une alternative qui pourrait peut-être effacer du paysage politique sénégalais beaucoup de tares et beaucoup de défauts. Si maintenant on en arrive jusqu'à ce que ce jeune puisse quand même recevoir des fonds qui viendraient de l'extérieur, à partir de ce moment, ça poserait un problème très sérieux quant aux chances que nous avons de redéfinir le jeu politique. Parce que le discours qu'on entend chez eux, c'est que ils sont clean, il y a des deals dans lesquels ils ne vont pas s'empêtrer, alors que si jamais ça s'avérait vrai, ça aurait été un problème. Mais à nouveau, je le dis et je le répète, nous sommes à quelques encablures de l'échéance électorale présidentielle. Que l'on sorte une information comme ça ne surprend pas, parce que le jeu politique, c'est l'art d'enfoncer son adversaire le plus impitoyablement possible. Est-ce que c'est ce jeu-là, ou est-ce qu'on a levé un lièvre qui existe réellement? Ça, comme vous l'avez dit, jusqu'à présent, c'est des rumeurs. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas clarifier les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit clair dans la tête des Sénégalais? Parce que les accusations sont assez graves quand même si on est à quelques mois des élections. Est-ce qu'on doit banaliser tout ça? Alassane, je suis spécialiste d'intelligence économique. Vous avez 3 paramètres qui composent l'intelligence économique. Il y a la veille, il y a l'influence et il y a la sécurité économique. Dans la veille, dans l'influence, vous avez le lobbying, vous avez l'information, la mésinformation, la désinformation. Oui. J'ai enseigné ça pendant plusieurs dizaines d'années. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est sérieux, il ne faut pas insulter l'intelligence des Sénégalais. Si c'est des procédés qui se passaient avant, ça ne passe plus aujourd'hui. Nous sommes dans l'ère de l'information. Les gens sont informés, les gens sont avisés, les gens peuvent vérifier l'information. Qui plus est, j'ai une culture au niveau de la gouvernance dans le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme. Je vous avais dit ici qu'aujourd'hui, ce que je déplore personnellement, moi,
ce que je déplore, vraiment, au plus profond de moi, c'est la situation catastrophique de nos hommes politiques ou de certains journalistes qui n'ont aucun amour pour leur pays. Je dis aucun avec A majuscule. Et je mesure mes mots. Parce que quand on aime son pays, on doit savoir où se trouve son pays, dans quelle situation. Et aujourd'hui, ma lecture, moi, il est en dehors de ces falbalas politiques. Ma lecture, il est l'intérêt du Sénégal. L'intérêt du Sénégal aujourd'hui, nous sommes dans une société où le Sénégal est placé par le GAFI, Groupe d'Action Financière Internationale, ceux qui sont en train de lutter contre le terrorisme et le financement du terrorisme, le blanchiment. Le Sénégal est indexé comme zone grise. Vous avez 3 zones, la zone blanche, la grise et la noire. Lorsque vous tombez dans le noir, la zone noire, c'est comme l'Iran. Vous ne pouvez ni exporter ni importer. Tout ce qui est investissement est sous le contrôle des Nations Unies. Et je ne sais pas si les politiques ou les journalistes mesurent ça, le fait de sortir souvent des trucs de terrorisme, des trucs de... Je me dis, mais il y a un problème, ou dans leur tête, ou ils ne sont pas informés, ou ce sont des gens qui, à tourle-pion, sortent des trucs politiques sans réfléchir, ils réfléchissent après. Et le problème qui va se poser, ça va se retourner sur le Sénégal. Parce que le GAFI n'est pas dedans, il est à l'extérieur, il regarde. Quand on dit, par exemple, oui, il y a du terrorisme au Sénégal, parce qu'il y avait des problèmes de car rapide ou je ne sais pas trop, ok, le fait que nous sommes en zone grise, il se dit, ah, nous avions raison de mettre le Sénégal en zone grise. Et aujourd'hui, on nous dit, ok, donc, vous avez le terrorisme et le financement du terrorisme. Vous avez 12 milliards ou 20 milliards qui sont rentrés. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on arrête d'insulter notre intelligence. Moi, quelqu'un qui me dit, qu'il soit parlementaire, qu'il soit journaliste, qu'il soit autre personne, je lui demanderai 20 milliards, d'accord, c'est beaucoup d'argent, ok, qu'il me donne la banque émettrice, la banque réceptrice. Si maintenant 20 milliards ou 40 milliards peuvent rentrer dans les frontières, sortir, c'est grave pour l'accusation du Sénégal qu'on met en zone grise. Je me dis, est-ce que ces gens-là mesurent ce qu'ils disent réellement? Parce que je ne pense pas qu'il... Est-ce que justement il ne faut pas clarifier cette question? Non, il n'y a pas de clarification. Parce que quelqu'un qui te dit il n'y a pas de banque émettrice, il n'y a pas de banque réfectrice. Si l'information est fausse, celui qui l'a accusé fait du tort au pays, qu'il faudrait qu'il en compte. Tout le monde. Non, attendez, si la personne qui fait ces accusations, si elles sont fausses, elle fait du tort au pays et elle doit payer pour ça. Si aussi c'est la personne qu'on a accusée, c'est vrai que c'est fait aussi, il faut aussi que ça soit clair. Il ne faut pas quand même, d'un revers de la main, banaliser cette chose-là sans aller au fond des choses. 98% de ce que je pense, c'est que c'est une fausse information. Oui, mais quand même, 98%. Est-ce que les gens ne doivent pas saisir, les gens qui sont assermentés pour le faire, pour clarifier les choses clairement, parce qu'il s'agit de l'avenir du Sénégal, comme vous l'avez dit. Oui, c'est l'avenir du Sénégal. Quelqu'un qui ne peut pas démontrer une banque émettrice, une banque réceptrice, un nom, je veux dire qu'il vaut mieux se taire que de salir le Sénégal. Oui, mais est-ce que la personne qui l'a dit ne doit pas rendre compte? On ne doit pas la convoquer pour dire, écoutez, d'où tenez-vous ces informations? Non, quand on avance une information, ce n'est pas une information banale. De 2, c'est une information à portée nationale. De 3, c'est une accusation. Pour toutes ces 3 raisons-là, il faut clarifier. Même si la personne n'allait pas volontairement dire je vais, s'il y a des services compétents, on devrait pouvoir l'appeler et lui dire hey, venez, il faut que vous nous expliquiez les déclarations que vous avez faites. Et justement, il a raison. Il ne faut pas que les Sénégalais s'amusent avec cette question de pays sûr, pays pas sûr. Vraiment, Alassane, je le dis, je ne suis ni économiste ni politique, mais moi, une partie de ma clientèle dans mon travail de tous les jours vient de l'extérieur. Pour toutes les instances dont les activités sont liées à l'extérieur, je vous assure, le jour où le Sénégal serait classé pays avec un danger terroriste potentiel extrêmement élevé, mais à partir de ce moment, ces gens-là ne travailleraient plus. Est-ce que vous le sentez dans vos relations? Ah mais oui, mais évidemment. Déjà, il y a des questions qui sont posées par rapport à ça. Mais COVID, on a souffert de Covid parce qu'on ne travaillait plus. Et on a failli fermer nos portes et nos fenêtres. Ça, c'est la Covid. Je parle de la situation aujourd'hui, de questions de terrorisme, qu'on parle de blanchiment d'argent. Est-ce que les gens avec qui vous travaillez, vous, en tant que partenaire des gens qui sont à l'extérieur, vous sentez cet impact dans ces relations-là? Oui, mais non, c'est ce que je veux vous dire. La Covid était là, nous, on n'a pas travaillé. Mais si le Sénégal était classé
pays dangereux par rapport à terrorisme, mais à partir de ce moment, on se retrouverait exactement dans la même situation que l'on avait avec Covid. C'est-à-dire, personne ne vient. Et il y a des C'est pays... le cas actuellement ou pas? Non, c'est pas le cas. Le Sénégal n'est pas classé comme un pays potentiellement, dangereux sur le plan du djihadisme. Non, le Sénégal est très bien classé, en tout cas dans le monde universitaire. Nous venons de faire une conférence qui a réuni pratiquement 25 nationalités avec 70 participants. Tout s'est très bien passé et il n'y a eu aucun problème. Mais si le Sénégal basculait dans ce secteur-là, ce ne serait pas seulement le monde de l'économie qui en souffrirait, ce serait pratiquement tous les secteurs et en particulier le secteur de la recherche, le secteur universitaire. Donc la position privilégiée du Sénégal, un pays sûr, jusqu'à présent on l'est. Ça facilite beaucoup de choses et ça facilite tellement que les gens ne s'en rendent même pas compte et n'en parlent pas. Mais vraiment j'ai senti ces choses-là quand on a été dans cette période-là et après, et j'ai senti aussi par rapport aux projections que l'on fait pour certains pays de la sous-région. Il y a des pays vers lesquels on ne pense même pas aller. Il y a des pays dans lesquels on avait projeté des activités, on les a tout bonnement supprimées. Bien sûr. C'est pas une très bonne chose. Ce n'est une bonne chose pour personne. Donc je crois que le jeu politique peut se faire. Mais quelque part, et vous l'avez dit, il faudrait que l'on tienne à l'esprit que quand on fait de la politique, on veut faire avancer son pays. Bien sûr. Mais attention, quand on fait mal la politique, on fait régresser son pays. Bien sûr. Et faire mal la politique, c'est créer des situations, vraies ou fausses, qui sont susceptibles de ternir l'image de votre pays. Ce n'est pas être réactionnaire que de défendre le Sénégal et que de défendre l'image du Sénégal. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Si je défends l'image du Sénégal, et ça s'est passé il y a quelques semaines au Costa Rica, par exemple, mais c'est pas que je suis en train de faire la propagande des hommes politiques qui sont au pouvoir, c'est certainement pas ça. Je vois plus grand que ça. Je vois la nation sénégalaise, je vois le Sénégal, et chaque personne étrangère qui vient rendre visite au Sénégal et apprécie le Sénégal, mais c'est un ami de plus pour ce pays-là, et ça nous fait avancer dans nos initiatives et nos projets. Dans la projection de cette réflexion, il y a les remous en Guinée-Bissau, en Gambie, les régimes qui sont soutenus par Macky Sall. On a vu le Sénégal, comment on a soutenu ces pays à bout de bras. On a vu ce qui s'est passé aujourd'hui en Guinée-Bissau, la phase dernière, le temps du coup d'État, les remous en Gambie. Est-ce que dans la perspective de la fin du mandat de Macky Sall, on peut craindre pour que ces régimes-là soient déstabilisés? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Tout ce qui n'est pas vrai dans une culture politique ou dans un pays finira par partir. Macky Sall, même s'il a soutenu ces présidents, c'est tout à fait normal qu'ils les soutiennent, ne pas les soutenir. Mais ce n'est pas eux qui vont voter. Ce n'est pas eux qui vont aller donc dire à la population qu'est-ce qu'il faut. Ce n'est pas eux donc qui vont amener l'armée sénégalaise en Gambie ou autre pour pouvoir réguler les choses. Si les Gambiens donc en ont marre de leurs dirigeants qui ne les a promis des choses qu'ils n'ont pas fait, ils sont libres. Mais si on va beaucoup plus loin, aujourd'hui dans ces pays, il y a la CEDEAO qui est présente. Et dans la CEDEAO, la plupart des militaires de la CEDEAO, c'est des militaires sénégalais. Oui. Dans la garde rapprochée de ces présidents, c'est des Sénégalais qui assurent la sécurité. Oui. Je parle de ça. Oui, non, moi je comprends parfaitement. Donc la CEDEAO a eu son armée à partir de l'affaire de la Gambie. Donc pour la première fois que la CEDEAO est intervenue au niveau régional donc des 16 pays, des 15 pays de la CEDEAO au niveau de la Gambie. C'est ce qu'ils voulaient faire au niveau du Niger. Le problème qui se pose, comme je dis, le contexte aujourd'hui géopolitique, géoéconomique, c'est quelque chose qui est dynamique. Très dynamique. Donc on ne peut pas faire du coupé-collé, on ne peut pas faire du dito dans ce qui se passe. Aujourd'hui, ce qui était valable pour la Gambie ne l'est pas pour autre pays, ni pour le Burkina, ni pour le Mali, ni pour la Guinée-Bissau, ni pour le Niger. Parce que c'est autre chose. Et on ne peut pas faire comme si on va faire des coupés-collés d'une situation à l'autre. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a d'autres paramètres. Le Sénégal a besoin de la Guinée-Bissau. Pourquoi? Parce que lorsque les gens, donc parfois, donc comme ils disent de la Mauritanie, lorsqu'il y a des élections, il y a des soupçons que des populations vivent de l'autre côté, ont la nationalité, qui viennent.
si c'est des soupçons avérés, mais il y a des soupçons, il y en a qui en parlent. Des personnes qui vivent en Mauritanie, qui viennent voter, et des personnes qui vivent en Guinée-Bissau qui peuvent voter. Si maintenant vous mettez l'attention dans ce truc, ce qui fait que l'œil de vigilance seront là sur ces personnes. Est-ce que c'est dans l'intérêt des gens qui le font? Je ne le pense pas. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Gambie. Quand Yaya Jammeh a contesté l'élection présidentielle, il y a quand même le Sénégal pesé de tout son poids pour que Jammeh parte. Et ensuite, que la CEDEAO puisse se déployer, qu'il y ait dans la garde rapprochée de Barrow aujourd'hui, que certains Gambiens contestent d'ailleurs, la présence de certains militaires sénégalais. Idem en Guinée-Bissau. Et ça, c'est la décision d'un président qu'il a prise sans peut-être consulter l'Assemblée nationale en le faisant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la perspective de départ de Macky Sall, ces régimes peuvent être remis en cause en interne? Deux choses. C'était pas la première fois que le Sénégal intervenait en Gambie. Mais cette fois-ci, c'est pour faire partir un président qui refusait de partir. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand Daouda Diawara jouait au golf en Angleterre et que le Sénégal était obligé de le prendre pour le ramener à Banjul pour qu'il reprenne son fauteuil, mais c'était une intervention politique du Sénégal et qui potentiellement aurait pu être militaire. Vous savez, Yaya Jammeh, il a donné à la CEDEAO au Sénégal le prétexte qu'il fallait sur un plateau d'argent. Il n'y a pas une situation aussi claire que celle-là. Oui, je reconnais que j'ai perdu les élections. Il dort le lendemain, il dit non, je ne reconnais plus. Ça, c'est pas possible. Il a donné le prétexte qu'il ne fallait pas donner. Et ce genre de situation, on n'a pas ça dans les autres pays. Et ce n'était pas quelques Sénégalais. Moi, quand les forces de la CEDEAO s'ébranlaient pour aller à Banjul, j'étais sur la route, j'allais à Sokone. C'est la route là qui part par Bara. Mais vous voyez les gens, regardez le profil, vous vous rendez compte que les trois quarts c'était des Sénégalais. Mais ça, c'est lié, c'est différent des autres situations parce que aucun autre pays n'est installé comme la Gambie l'est installée dans le ventre du Sénégal. Donc tout ça, c'est des raisons qui expliquent la différence dans des situations. Mais le départ de Macky Sall, il faut espérer ceci. Le départ de Macky Sall n'empêchera pas au Sénégal de jouer ce rôle-là de pacificateur et d'intervenant qui veut que tout s'arrange, parce que tout simplement, on a eu ça avec Senghor. Quand Senghor est parti, Abdou Diouf a continué. On a eu des frayeurs avec Abdoulaye Wade, mais malgré tout, il a joué un rôle de taille sur la sphère internationale. On a eu Abdoulaye Wade qui est parti. On ne connaissait pas au départ Macky Sall, mais il s'est montré comme un excellent régulateur au niveau sous-régional et au niveau même international. Et qu'après Macky, qu'on puisse avoir peut-être un autre président qui puisse dérouler, peut-être de manière différente, mais qui puisse dérouler au plan international. D'autant plus que ce n'est pas le président seul qui fait ça. Il faut l'aura du président. Mais il y a toute l'administration, il y a toute la diplomatie qui est derrière. Et de tout temps, je crois que cette diplomatie sénégalaise, cette administration sénégalaise a été à la hauteur. Donc si vous voulez, si vous avez déjà au niveau des infrastructures les éléments dont vous avez besoin, le président, il ne pourra être que le chef d'orchestre. Or, le chef d'orchestre a besoin des différents éléments de son orchestre. Ces différents éléments sont en place au Sénégal. On souhaite que le prochain président puisse avoir autant de succès que Macky Sall sur la scène internationale pour le bien du Sénégal. Et l'impact de ces remous sous-régionaux sur le Sénégal? Mais je pense qu'il faut avoir raison garder. Tout à l'heure, on a parlé... frontière. C'est la frontière. Hein, la frontière. On a dit tout à l'heure, on a parlé de la France et de sa mainmise sur nos pays. Il ne faut pas que le Sénégal aussi joue ce même jeu vis-à-vis de la Gambie, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du Mali. Il faut voisins, hein, c'est à côté. Non, j'ai dit, il faut qu'on évite d'avoir... La France, c'est à 6 000 km. Non, mais même si c'est à 6 000 km, ils sont presque, avec les technologies, ils sont présents. Ce qu'il faut éviter, c'est que l'image qu'on a aujourd'hui de la France soit l'image du Sénégal vis-à-vis de... Il faut beaucoup faire attention, parce que si le Sénégal se mêle de ce qu'il ne regarde pas, et les coups d'État, tout se passe au Sénégal, tout le monde vient discuter, ça pose problème à la longue.
Et le cas de la Guinée-Bissau que vous avez dit, c'est un cas. Le cas de la Gambie, ça veut dire qu'il faut beaucoup faire, avoir raison garder sur donc les autres pays, de leur laisser la marge de décider eux-mêmes de ce qui se passe dans leur pays. Si on va avoir la paix avec tout le monde. Mais on n'a pas à s'y mêler de leur problème intérieur. Ces deux pays, quand même, il faut préciser, ont une relation spécifique avec le Sénégal. Vous savez, la rébellion au sud des pays, le MFDC, même si aujourd'hui on en parle de moins en moins, mais c'était quand même des zones de repli. Bien sûr. Des rebelles. Bien la sûr. Guinée-Bissau et la Gambie. Bien sûr. Donc c'est pourquoi cette question est importante pour le Sénégal. Moi, j'ai demandé, donc il y a des années, je vous ai dit que je suis pour que le Sénégal frappe une bombe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Pourquoi? Oui, parce que du fait que les rebelles avaient comme stratégie, ils étaient couverts par Diamé, ils vont faire des razzias au Sénégal et ils rentrent. Moi, je lui dis que, je vous avais dit il y a des années, qu'il faut taper une bombe et négocier après. Vous leur dites que c'est une erreur. C'est ça la stratégie. Mais oui, parce que du fait qu'ils font les voyous, ils interviennent, ils tuent des Sénégalais de l'autre côté, ils rentrent en Gambie tranquillement, parce qu'on leur avait donné une couverture. Ils pouvaient faire leur opération et rentrer. Moi, je vous avais dit que je suis pour que le Sénégal attaque à l'intérieur quand il tape une bombe, à l'intérieur, et puis maintenant on négocie après pour leur dire que c'était une erreur. Et ils ne le feront pas deux fois. Parce qu'ils savent qu'on est capable de taper et de demander pardon après. Oui, les relations internationales, c'est aussi la personnalité des dirigeants. C'est important, leur pédigré, leur façon de diriger, leur impact psychologique et même le leadership. Dans le scénario où la Gambie aujourd'hui, Barrow ne serait plus là-bas, qui aurait un président aussi au Sénégal. Oui, évidemment, c'est une question de personnalité. Mais je voudrais aussi insister, Alassane, si vous le voulez, sur peut-être la stratégie du Sénégal. Craindre que le Sénégal apparaisse comme la France. Non, le Sénégal n'a pas l'habitude de venir et imposer ses grosses bottes. Il ne faut pas qu'on oublie, la Guinée-Bissau s'est faite Guinée-Bissau indépendante. Grâce à la contribution du Sénégal. Mais ce n'était pas seulement... Le PAIGC, le PAIGC avait pignon sur rue ici à Dakar. Il avait des émissions à la RTS. Et vous ne pouvez pas savoir le soutien énorme que le gouvernement du Sénégal a apporté au PAIGC et a apporté à la SWAPO et a apporté à l'ANC. On n'en parle pas, le Sénégal n'en parle pas, mais c'est des mouvements qui ont pu se développer quelque part grâce en partie à l'assistance du Sénégal. Mais les contextes ne sont plus les mêmes. Oui, les contextes ne sont plus les mêmes. Et il est dommage aussi, c'est votre question, que une fois qu'on change de président, à partir de ce moment, les situations peuvent être remises en cause. Bon, c'est peut-être dans tous les pays, parce que quand je vois l'épisode de Trump qui avait tout remis en cause, je me dis que même dans les pays développés, il est possible qu'un président, à cause de son pédigré, si vous voulez, change la donne. Mais je crois que les esprits évoluent aussi. Je crois que les hommes politiques de maintenant ne sont plus de l'époque de Yahya Jammeh et que leur lecture de la situation pourrait leur faire comprendre que essayer de vouloir tourner le dos au Sénégal n'est ni une bonne chose pour le Sénégal ni pour la Gambie, encore moins pour la Guinée-Bissau. Et donc, essayer de faire en sorte qu'on rame ensemble en commun, ce n'est pas l'idéal, c'est tout simplement préserver nos intérêts et je crois que la sagesse imposera cela. Et le changement d'un président peut changer la donne. Mais je pense que tout changement apporte une nouveauté. Aujourd'hui, le contexte aujourd'hui de l'Afrique subsaharienne, vous avez une population jeune. Vous ne pouvez plus faire la même politique qu'il y a 10, 12 ans, 15 ans. Ce n'est pas possible. Et donc, ce qui fait qu'on va composer avec les nouveaux éléments qui se posent, on va composer avec ce qui est fondamental, c'est la culture de l'information. C'est fondamental aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où la société civile est beaucoup plus informée même que les politiques. Et ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'est la politique qui te donnait des axes. Aujourd'hui, c'est la société civile qui donne des axes aux politiques. Ils sont plus informés. Je vous ai dit il y a quelques années qu'il va arriver ici, dans nos pays, qu'on va nommer un ministre. Le gars, il ne veut pas parce qu'il faut qu'il sache de quoi il parle. Parce que quand on nomme un politique en général, il n'a pas la connaissance technique de sa branche. Il faut qu'il fasse attention aujourd'hui parce que l'information est en train de déstabiliser complètement notre monde actuel. Voilà, bien dit. Point final à notre émission. Merci infiniment à Ousmane Sen, directeur du WARC, Amad Soumaré, spécial de l'intelligence économique, à la technique Amadissi, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.